Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 13e épisode de Salade Verte. Aujourd'hui, gros épisode en prévision. Je suis très content de pouvoir parler écologie et sport avec Xavier Thévenard. Bonjour Xavier. Bonjour, merci pour l'accueil. Merci beaucoup de faire ton apparition ici. Je suis trop content de pouvoir t'accueillir sur Salade Verte. Pour resituer un peu le personnage, quand même, t'as gagné quand même 3 fois à l'UTMB, ce qui est pas rien. Je suis trop content de pouvoir t'accueillir. Donc, si tu peux revenir ensemble, peut-être redire ce que c'est l'UTMB. Peut-être, il y en a qui savent pas ce que c'est, mais pour resituer un peu le personnage, parce que. Ouais, du coup, l'UTMB, c'est l'Ultra Trail du Mont Blanc. Et l'Ultra Trail du Mont Blanc, c'est une épreuve sportive de longue distance, donc de la course à pied en montagne, du trail, quoi. Et donc, qui fait 170 km et 10 000 mètres de dénivelé positif. C'est la course. C'est énorme. Ouais, c'est la course la plus renommée à l'échelle internationale aujourd'hui en ultra trail. Il y a souvent une belle densité. Et puis voilà, donc je l'ai remporté 3 fois, donc en 2013, en 2015 et en 2018. Et puis j'ai fait une fois 4e en 2017 et une fois 2e en 2019. Voilà. Je l'ai fait 5 fois. Ouais, donc c'est énorme. Ouais, et que toi, je crois, et Kylian Jornet et puis François Daen, je crois qu'ils ont gagné 3 fois l'UTMB. Bah eux, ils ont une victoire de plus, ils en ont 4 chacun. Donc je suis derrière eux avec 3, mais c'est bien 3. Parce qu'au moins, tu restes un peu à l'écart, c'est un peu plus discret que d'en avoir 4. Non, mais c'est pas forcément voulu d'en gagner 3. Je suis passionné de sport, je me suis toujours investi dans mon sport parce que j'aime ça. Et puis en me donnant les moyens, en voulant essayer de me dépasser, et puis en étant mon premier adversaire qui était moi-même, ça m'a fait remporter 3 fois l'UTMB, mais ça n'a jamais été une volonté en soi de remporter l'UTMB. C'est passé parce que je me suis investi, parce que je me suis préparé, mais j'avais pas un objectif de résultat pur et dur, de classement. C'était le but, c'était de le faire le mieux possible avec les meilleures sensations et la meilleure gestion. Et si je t'ai invité aussi sur ce podcast, c'est que tu as un engagement aussi sur les questions environnementales et écologiques. C'est quelque chose qui te tient à cœur. Et on va pouvoir en reparler peut-être après. On va parler donc pour ceux qui sont dont c'est la première fois que vous écoutez Salade Verte, c'est en 3 parties. Donc il y a entrée, plat, dessert. En entrée, on va revenir sur ton parcours un peu. On a déjà parlé un peu, mais ton parcours sportif, ta jeunesse aussi dans le Jura. T'es natif du Jura, donc tu vas peut-être reparler aussi de ta relation avec l'environnement. En plat, on va plutôt parler de tes engagements écologiques. Et en dessert, on va plutôt te poser des questions un peu plus, peut-être un peu plus perso, un peu plus philosophiques. Donc voilà. Est-ce que c'est OK pour toi, ce programme ? Très bien, ça me va à merveille. C'est un bon repas. Si tu peux te représenter un peu, nous raconter un peu ta jeunesse dans le Jura, ton rapport à l'environnement, etc. Ouais, donc comme tu l'as dit, je suis natif du Jura. Ça fait 37 ans que j'habite là, dans le Jura. En tout cas sur le massif du Jura, parce que le Jura s'étend sur 3 départements, l'Ain, le Jura et le Doubs. Donc j'ai vécu dans l'Ain mes 20 premières années de ma vie. Et puis après, j'ai vécu dans le Doubs parce que je faisais mes études là-bas et puis je bossais comme éducateur sportif et moniteur de ski de fond. Et aujourd'hui, je suis rebasé dans le Jura, donc dans le département du Jura proprement dit. Et donc vraiment un jurassien pur et dur. Mais voilà, mes parents tenaient un gîte auberge au pied des pistes de ski de fond sur une petite station de ski familiale en ski de fond, parce que dans le Jura c'est très culturel, le ski de fond c'est moins le ski alpin. Et donc ils avaient un gîte auberge là-bas, et puis j'ai passé toute mon enfance les skis au pied l'hiver, l'été c'était à crapahuter dans la montagne à côté de la maison, être dans la nature, à faire des cabanes dans les bois avec mes frangins, ma frangine. Et puis pour aller voir le premier copain, parce que c'est perdu les plans d'automne, il fallait courir à peu près une dizaine de kilomètres pour aller le voir. Et puis en passage, en chemin, on observait les papillons, on regardait les fourmis, on s'émerveillait dans ce monde naturel. Et parce que voilà, c'était notre façon de faire à l'époque. On avait de la chance de pas avoir ces écrans et tout ce monde numérique, et ça c'est une vraie chance quand on se rend compte maintenant. Et du coup, une super enfance à faire du sport, de la cueillette de framboises, parce que mes parents avaient une activité agricole, je faisais de la cueillette de framboises, bref. Donc au plein air tout le temps. Et puis après j'ai fait mes études donc à Pontarlier dans le Doubs. J'étais en section sport études, donc ski de fond, biathlon. Et là j'ai passé une formation dans les métiers du bois, donc j'ai fait un BEP de charpente et un bac pro de menuiserie.
Puis l'idée, c'était d'être charpentier l'été et moniteur de ski de fond l'hiver, parce que ça se fait bien dans le Jura, travailler le bois. Et puis la saison d'hiver, c'est plutôt lié au tourisme. Et donc j'ai fini mon brevet d'état de ski nordique, donc je suis moniteur de ski de fond depuis 2009. Et puis j'ai eu cette formation dans les métiers du bois avec lequel j'ai un peu travaillé. J'ai même retapé une maison là dans le Haut-Jura. Et puis avec toutes ces notions, ça m'a quand même bien aidé. Et puis j'aime bien travailler le bois quand même, toujours maintenant. Et puis sinon, j'ai un diplôme d'éducateur sportif. J'encadre en kayak, en VTT, en escalade et tout ça. J'ai bossé comme éducateur sportif dans un centre de vacances, donc dans le Doubs à l'époque. Et puis après, j'ai laissé un peu tout ça de côté parce que je continuais avec le boulot et tout on va dire à m'entraîner et puis à prendre soin de moi. Donc j'ai adoré l'effort physique. J'ai toujours fait du sport depuis tout le temps. Et puis je m'entraînais tôt le matin, je me levais à 5 heures, je faisais 2 heures de course à pied le matin, après je faisais ma journée au boulot, je repartais le soir si j'avais assez d'énergie. Et puis ça, les premiers trails sont venus et j'ai eu des bons résultats assez vite. Comment t'as découvert le trail au début? Parce qu'à l'époque, ça devait pas s'appeler comme ça, je sais pas, c'était... Ouais, en fait, le trail, ça a toujours été en moi depuis tout le temps parce que, comme je l'ai dit là, dans mon enfance, quand il fallait aller voir le premier copain, au plan d'automne, on courait une dizaine de kilomètres ou on est allé à pied, mais on faisait ça dans la journée, aller-retour. Puis toute la journée, on jouait aux cow-boys et aux indiens dans les reliefs jurassiens. Donc, finalement, tout ça, ça nous a créé un foncier. Et puis, en fait, on a toujours fait du trail. Moi, quand j'étais en ski club étant gamin, toujours maintenant, mais en étant gamin, l'entraînement du skieur de fond l'été, c'est beaucoup axé sur la course à pied en montagne parce que c'est un effort qui est très proche au niveau cardio. Donc en fait, on a toujours couru. Et puis avant, ça s'appelait pas du trail, mais on courait en nature, en plus oui. avec des bâtons pour imiter le mouvement du skieur de fond avec les bâtons. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup utilisé les bâtons en trail, mais c'était pour ça. Et puis voilà, donc ça fait vraiment partie depuis ma tendre enfance. La course à pied a toujours été là finalement. Ouais. Et ta première course, du coup, ta course officielle, c'était en quelle année? C'était ma première course, c'était en 2009. Il y a une course mythique dans le Jura qui s'appelle la Transjurassienne. C'est une épreuve de ski de fond, c'est la plus longue épreuve de ski de fond à l'échelle nationale. Elle est reconnue aussi à l'échelle internationale. Et c'est un peu un mythe, tout jurassien fait une fois au moins dans sa vie la Transjurassienne. Donc moi, c'était... C'est combien en termes de kilomètres? Ça fait 76 km en ski de fond. Après, elle a été raccourcie, puis maintenant, elle est encore plus raccourcie parce qu'avec les problèmes d'enneigement sur le massif du Jura, avec le dérèglement climatique, on va y revenir. Mais il y a de moins en moins de conditions pour pouvoir courir cette transjurassienne. Elle a eu lieu cette année, mais sur un format raccourci. Donc c'est 76 normalement, ça a été raccourci à 68. Et c'est une épreuve assez courte en termes de temps parce que on met entre 3 heures et 4 heures en fonction des conditions de neige, quoi. Mais c'est pas, ça paraît court par rapport à des épreuves de trail. Quand on dit 3 heures, 4 heures d'effort sur une épreuve de trail, c'est un format court généralement. C'est pas un format ultra, quoi. Et puis donc du coup, moi j'ai participé plusieurs fois à la Transjurassienne et il y avait un challenge Transju en 2009 qui existe toujours maintenant, qui combinait à la fois le classement de la Transjurassienne et celui de la Transju Trail. Donc j'étais bien classé sur la Transjurassienne, j'avais dû finir dans les 20 je crois par là. Donc du coup je m'étais fixé cet objectif d'essayer de jouer le classement Transju pour s'amuser. Et puis donc je me suis inscrit à la Transju Trail sur le format 72 km. J'ai jamais couru aussi long d'une traite. J'avais beaucoup couru quand j'étais ado parce que j'adorais la course à pied, mais pas des formats aussi longs. Et puis je me suis lancé, et puis j'ai trouvé ça dur mais intéressant comme format. Ça me correspondait bien. J'ai dû finir 5 ou 6. Et puis du coup, c'est là d'où c'est parti. Après, je me suis réinvesti, j'ai essayé un peu plus long, et puis j'ai gagné l'année suivante la petite sœur de l'UTMB, les 3/4 du parcours, donc qui s'appelle l'ACCC, Courmayeur Champagne-Chamonix, qui est une belle classique aujourd'hui encore.
Et donc ça en 2010 et puis après je suis rentré dans une équipe professionnelle. J'avais un contrat matériel et puis après j'ai continué à m'investir. C'était avec qui? C'était avec ASICS, non? C'est ça, avec ASICS, ouais et contrat matos, j'ai pas encore de contrat financier et puis en 2013 quand j'ai gagné mon premier UTMB, donc je bossais comme éducateur sportif à plein temps, du lundi au dimanche parce que le dimanche et le samedi, on avait le parcours Acrobranche à tenir. Donc je m'entraînais en dehors des heures de boulot, tôt le matin, tard le soir et puis j'ai gagné mon premier UTMB donc en 2013, et puis à partir de là, j'ai eu un contrat financier et puis petit à petit, je me suis dégagé du temps l'été, le printemps pour, m'entraîner. Je continuais mon activité de moniteur de ski de fond l'hiver et juste ça jusqu'en 2018. J'ai fait comme ça. J'avais toujours un peu un côté au boulot l'hiver surtout et puis en 2019, je me suis aménagé complètement mon temps à faire que ça 100 du temps et puis voilà, l'histoire. OK, donc depuis 2019, tu es full, professionnel, en gros, tu Bah, fais que ça, bah, du coup, ça a pas duré très longtemps parce qu'après j'ai eu les pépins de santé et après il y a eu le covid, les pépins de santé donc moins de contrats forcément parce que pas du tout apte à courir et puis ensuite, j'ai repris mon activité de moniteur de ski et puis j'organise des stages de trail aujourd'hui, voilà mon modèle économique, quoi. Pour revenir, enfin, on va peut-être pas, y revenir très longtemps, mais sur, pourquoi, tu as eu une petite pause, c'est qu'en gros, tu as contracté la maladie de Lyme. Peut-être si tu veux peut-être dire ce que c'est, Ouais. sensibiliser un peu nos auditeurs à. Ouais, ouais, bah, la maladie de Lyme, c'est une vraie cochonnerie, surtout quand elle s'installe et que ça devient une forme un peu chronique, comme c'est mon cas, malheureusement. Après je désespère pas, la chronicité, c'est réversible et ça, j'y crois. Mais, du coup, ouais, c'est une infection bactérienne, liée souvent aux morsures de tiques. La bactérie à l'origine de cette maladie s'appelle Borrelia burgdorferi. La tique elle peut être porteuse de d'autres infections type, Bartonella, Babesia qui engendrent d'autres symptômes. Mais, c'est assez vicieux comme maladie, assez sournois parce que Borrelia, la bactérie en question, elle a 120 gènes de fonction, ce qui en fait la reine de l'adaptation. C'est vraiment, la plus intelligente des bactéries, aujourd'hui dans le monde du vivant. Elle arrive à s'adapter à énormément de situations et son mécanisme, son moyen de défendre, quand on lui met de l'antibiothérapie pour l'éradiquer, c'est de se cacher et il y a une espèce de persistance de Borrelia, après les périodes d'antibiotiques parce qu'en fait, elle va se cacher en intracellulaire, elle va même créer des formes, kystiques où elle se met en boule pour pas que le système immunitaire la reconnaisse. Elle va chercher à se cacher dans les champignons des intestins, elle va se mettre dans le biofilm. Donc en fait, il faut jouer sur toutes les facettes pour essayer de la contourner pour pas qu'elle se cache. Mais comme c'est minuscule, il y a toujours elle se reproduit assez rapidement, donc c'est vraiment un monstre et ça peut mettre tout plein de problèmes, neurologiques. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes neurologiques, un peu moins maintenant, parce que j'ai eu beaucoup de traitements, mais j'ai encore 2-3 formes, pas sympas et puis, des problèmes de concentration, des douleurs articulaires, musculaires, des espèces d'asthme à l'effort, des oppressions thoraciques, des picotements dans la poitrine, de la bradycardie, de la tachycardie, des flous dans les yeux, tout ce type de symptômes et puis en fait aujourd'hui pour une maladie de Lyme, on dit qu'il y a à peu près une 90 symptômes. Alors on n'a pas les 90 symptômes, mais ça peut regrouper 90 symptômes et puis on l'appelle la grande imitatrice parce qu'en fait elle va se confondre à d'autres maladies, surtout des maladies auto-immunes. Alors c'est pas une maladie auto-immune, mais c'est bien une infection bactérienne et aujourd'hui malheureusement en France la forme chronique n'est pas reconnue, alors qu'elle est reconnue aux États-Unis, qu'elle est reconnue en Allemagne et puis aujourd'hui ils ont des cliniques ou des médecins très spécialisés, dans le Lyme dans ces pays-là que je viens de citer et ils font des traitements au long cours parce que c'est que comme ça qu'on arrive à sortir des formes chroniques. C'est au long cours et les résultats sont incroyables, mais en France il y a une espèce d'omerta sur le sujet. Il y a une catégorie des médecins qui veulent pas reconnaître cette forme chronique et c'est hyper dur quand on est en France parce que déjà, il faut se battre contre la maladie, mais en plus, il faut se battre contre un système qui reconnaît pas la forme chronique, alors que c'est largement prouvé scientifiquement, dans les 2 pays que je viens de citer. Donc ouais, c'est un peu décourageant quand on est en France. Moi, c'est pour ça que je me fais soigner en Allemagne, en fait, parce que je suis arrivé au bout du protocole de soins en France et j'étais vraiment diminué physiquement et depuis que je suis en Allemagne, je retrouve, petit à petit,
le goût de vivre parce que j'arrive à refaire un peu du sport, qui était plus du tout le cas pendant un moment. J'arrivais pas à aligner 20 minutes de course à pied, sur l'année 2023, c'était impossible. J'avais des grosses faiblesses musculaires, des grosses fatigues assommantes. Pourtant, je sais ce que c'est à peu près la fatigue parce que j'ai quand même fait 2-3 ultras et une fatigue comme ça aussi pesante, si assommante, c'est vraiment pas quelque chose, qui est normal. Et puis, bah, tous ces problèmes neuro que j'avais, donc là, je suis bien mieux, j'arrive à refaire du sport, mais pas comme avant encore. Il y a encore un chemin pour atteindre, pour refaire peut-être un jour un ultra. Ça, je m'y tiens vraiment. Je mettrai toute mon énergie pour essayer d'y arriver un jour, parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Mais là, aujourd'hui, j'ai pas la prétention et la certitude de pouvoir le faire encore, mais je m'accroche à l'idée de pouvoir refaire un jour. Et voilà, donc on va voir jusqu'où, les soins en Allemagne peuvent m'aider, quoi. Ah, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter, hein, de retrouver très vite les chemins de l'ultra trail, de trail. En tout cas, j'espère que tu trouveras le bon chemin, quoi. Donc, Ouais, c'est tout ce que je te souhaite. merci. Et pour revenir un peu sur ta jeunesse dans le Jura, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Pour l'anecdote, je sais pas si tu connais la page Instagram EcoTalk. EcoTalk, En gros, alors c'est une page Instagram et ils ont sorti un documentaire sur le dernier territoire du lynx. ah oui. Et en gros, j'ai été le voir et du coup, je savais pas, mais en fait, c'est la seule région en France où on peut trouver du lynx. Ouais, ouais, alors il faut passer du Est-ce temps que t'en as et déjà vu ou pas? j'ai de la chance d'en avoir déjà vu et puis 5 fois même, donc sur une échelle, j'ai 37 ans aujourd'hui, bah 37 ans, oui, j'ai 37 ans de ça fait depuis le mois de mars là. Bref, 5 fois, c'est beaucoup quand même. comment? Et ouais, 5 fois, 5 fois, c'est une belle moyenne, pour, ouais, et souvent il y a pas ouais, il y a des gens qui ont toujours vécu dans le Jura, qui en ont jamais vu et pourtant qui passent un peu de temps dans les bois. Après, ouais, je connais un peu les endroits où il peut être fréquenté. Ça m'est arrivé déjà de faire des affûts aussi. Donc sur des affûts, j'en ai vu, puis après, bah, des rencontres, comme je sais à peu près où il peut passer, parce que, j'ai passé du temps sur le terrain avec des traces et indices et ben, je fréquente ces endroits-là et puis bon, la probabilité pour le rencontrer, elle est faible, mais ça m'est déjà arrivé, à quelques reprises de le croiser en courant, en passant par ces endroits-là, qui sont pas forcément des sentiers ou des chemins balisés parce que le lynx va pas forcément sur les sentiers balisés et à chaque fois ça a bah, pas à chaque fois, mais ça a matché quelques fois et les rencontres sont souvent incroyables parce que le lynx c'est pas un animal qui est farouche, il a pas forcément peur de l'être humain. C'est un grand prédateur et du coup, il va quand il nous voit, en fait, il va pas se sauver. Il va nous observer par curiosité, mais du coup, la rencontre et l'échange peut durer un petit moment. Moi, ma dernière rencontre avec le lynx, c'était le 6 octobre 2023 et ça aurait pu durer 10 minutes, je pense et à un moment Ah, donné, ça doit être quelque ben chose quand même. ouais, ouais, c'était fort. En plus, ce coup-là, il y avait donc, la mère et les 2 petits. Je les ai pas vus tout de suite les 2 petits, mais la mère était assez méfiante. Elle m'a regardé, moi j'étais en contre-haut. Elle me voyait depuis le bas et puis, en fait, elle était assez méfiante, tu vois? Elle était là aussi pour essayer de voir, protéger un peu ses petits, mais, bon, de toute façon, elle risquait rien, mais, une fois que j'ai avancé, j'ai fait le premier pas, après ils sont partis et ouais, c'était d 2 fois de nuit en courant à la frontale et puis sinon 2 jours, mais ouais, après moi je serais surpris en fait, c'était par rapport à plutôt le nombre de fois qu'eux, ils m'ont vu et moi je les ai pas vus. Parce que il est très discret et en fait, c'est pas en fait, chaque fois qu'on rencontre un animal sauvage, souvent ce qui se passe, c'est que l'animal va fuir. Du coup, ça attise notre regard et puis on va le voir, hein. Par exemple, les chevreuils ou les chamois, on les voit parce qu'ils restent pas plantés quoi, ils fuient. Ils nous fuient donc du coup, ça attire l'œil et puis là, on les voit. Alors que le lynx, lui, il va pas bouger pour autant. Alors, il peut nous voir et nous sans qu'on le voie et son pelage aussi ça, se camoufle bien dans le décor, dans la nature et on va pas s'en rendre compte quoi, c'est assez fou. Même des fois, moi je regarde des photos que j'ai fait dans des affûts et ben, des fois on doit le chercher sur la photo quoi, alors que c'est une image fixe, tellement qu'il se camoufle bien
Donc ouais, c'est une belle espèce. Il y en a quand même pas énorme, hein, dans le Jura, sur un territoire, qui fait 400 kilomètres de long. Je parle de l'ensemble du massif du Jura, l'arc jurassien, 400 kilomètres de long, à peu près 80 kilomètres de large. Au plus large, ça fait un peu un croissant, l'arc jurassien. Et ben, il y a 120-150 individus. Donc la probabilité, elle est quand même infime. Ouais, bah, ouais. Mais j'ai vu aussi dans le documentaire justement de Ecotalk qu'il y en a beaucoup aussi qui se font, percuter par des voitures ou même braconner ou enfin des Et ouais, malheureusement, ouais, il y a souvent des accidents en bagnole parce que encore une fois, ben, il est pas très farouche et puis il va partir, mais tout doucement, il va pas se mettre forcément à courir. Et puis là, bah, il y a des percussions qui peuvent arriver. Je sais pas, ceux qui je sais pas, il y a une vidéo qui a circulé, qui avait fait le buzz à un moment, il y a déjà un petit moment, mais c'était, sur les ponts et chaussées suisses, du côté du Brassus, qui filment, un lynx qui est en train de passer devant eux. Et là, ça donne vraiment l'attitude, le comportement du lynx. On voit vraiment que lui, en fait, il s'en fout de l'homme. Il fait sa vie, il passe la route comme ça. Et là, on peut se dire, ah oui, effectivement, le fait qu'il passe la route aussi lentement, c'est pour ça aussi qu'il peut y avoir des collisions. Et cette vidéo, elle est géniale parce qu'en fait, les ponts et chaussées, les gars qui travaillent sur la route là, ils ont un accent à couper au couteau, c'est l'accent suisse. Et du coup, c'est à mourir de rire parce que ils font des répliques à dire, «Just Panterxes machin», et ça a été vu des milliers de fois. Et ceux qui l'ont jamais vu, je leur conseille d'aller la voir parce que déjà elle est belle par le lynx, mais en plus elle est rigolote par l'accent suisse et c'est excellent. On met j'ai pas vu. sur un moteur de recherche Just Panther, lynx, Just Panther, bah voilà. Mais vraiment, c'est pour passer un petit moment sympa, il faut aller la regarder. Ah, j'irai voir parce que je la connais pas cette, pourtant je regarde plein de vidéos d'animaux, mais alors celle-là, je l'ai pas vue. Ah ouais, bah celle-là, elle Mais est drôle. c'est vrai que tu partages souvent en story aussi des photos avec des animaux. Là, j'ai vu hier, tu as mis une photo sur le triton, alpestre, Ah oui, ouais, bah, c'est beaucoup celle-là, c'est ce matin, en fait. C'est même pas hier, c'est ce ah, c'était ce matin, ouais. Mais ouais, Ouais. après le lynx, je vais si je vois un lynx, je vais pas le partager par contre. Parce que, bah, ou soit j'attends, 5 ans avant de partager ma photo de lynx parce que, voilà, avec, les soucis de braconnage et puis aujourd'hui, tu sais, on peut facilement identifier où tu étais, sur quel endroit. Alors j'ai pas ce travail, mais tu vois, ceux qui connaissent un peu le territoire et puis ils peuvent à peu près savoir où se trouve ton lynx, et j'ai pas trop envie que ça sache trop non plus. Donc je mets pas des. Si je vois le lynx, je vais pas le mettre. J'ai fait les rencontres pour ma première fois cette année avec le loup, et puis c'était Ah oui, une belle il y a des rencontre. loups dans le Jura? Ouais, ouais, Ah putain, il y je a savais pas. 4 meutes aujourd'hui de loups dans le Jura. Ah! Voilà. Et puis Ça, c'était c'est ma première intéressant. rencontre avec OK. le loup cet hiver, de loup en ski de fond. C'était Ah magnifique. ouais, ça doit être quelque chose aussi, hein? Ouais, c'est quelque chose, c'est des moments forts, quoi, hein. Et puis voilà donc Putain, on est en train de divaguer sur, sur parler d'animaux. bah, ouais, c'est la vie, quoi, c'est la Moi, je peux en parler longtemps, hein. mmh. Mais le loup, ouais, c'est encore un peu, je pense, on a moins de loups que de lynx dans le Jura, donc c'est encore plus difficile d'en voir. Mais tu même des chamois, enfin, tu plein de est-ce que tu as des Ouais, espèces endémiques de Jura, bah, on a une espèce, bah, je sais pas si elle est trop endémique, mais on a, le grand tétras qu'on trouve aussi dans les Pyrénées. Dans les Alpes, c'est plutôt du tétralyre. C'est quoi le grand tétras? C'est un espèce de dindon sauvage noir. Il en Ah reste OK. très peu parce qu'il était beaucoup, bah, dérangé, aussi. Et voilà, c'est un gros coq, le coq de bruyère, on l'appelle. Et c'est assez OK. impressionnant. Et puis il peut attaquer un peu l'homme aussi des fois, quand on est sur son territoire. Ah oui, Ouais, ouais, grand pas tétras, commode. super rare. C'est une magnifique espèce. Puis ouais, on est assez riche en faune et flore, hein, dans le Jura, on n'est pas à plaindre, mais parce qu'on a un territoire aussi moins peuplé, il y a encore de la diversité, bah, c'est assez sauvage, authentique, il y a pas de grosses stations, comme dans les Alpes, tu vois, ça, les petites stations, ça reste assez familial. Donc on va dire que, ouais, la faune et la flore dans l'ensemble, est à peu près préservée, quoi. Voilà.
C'est vrai que du coup, tu es très sensible à ces questions de faune et flore. Tu es aussi très sensible aux questions liées à l'écologie. Si tu veux, on va passer directement au plat, comme ça on peut parler de ta relation avec l'environnement, le climat, enfin, etc. Toi, comme première question, c'est que comment est-ce que tu as eu ce déclic, on va dire écologique? C'est quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure de ta vie, pardon, ou c'est une lecture qui t'a fait un déclic, je sais pas, comment ça s'est passé? Bah, je pense qu'effectivement, là, tout ce qu'on vient de raconter, l'habitation, une habitation, en lien avec, le milieu naturel, s'émerveiller devant la faune, la flore, bah, tout ça, ça amène des sensibilités. On voit l'importance, bah, de la biodiversité, de ce milieu qui est aussi fragile, qu'il faut préserver et et après tout doucement, bah, les années passent, on comprend un petit peu dans quel monde on vit, les enjeux de demain, puis moi j'ai toujours été un peu militant, je sais pas, militant, c'est venu peut-être un peu après, mais en tout cas un peu en décalage, en opposition avec la société dans le sens où bah, voilà, le sport, c'est déjà quelque chose qui était un peu, on va dire à l'opposé de ce qu'on nous inculquait dans la société parce qu'aujourd'hui, bah, voilà, on prône un peu le conformisme, toujours à faire le moindre effort et puis moi cette façon de faire, ce modèle-là, ça me correspondait pas trop parce qu'aujourd'hui, bah, quand tu es en montagne, si tu pas cette notion de goût de l'effort, ben, tu survis pas parce qu'il y a les hivers et c'est enneigé, il faut déneiger, tu transpires un peu, tu es un peu loin de tout, tu pas trop de services, donc il faut se déplacer aussi un petit peu à pied et puis le sport, ben, je trouvais que c'était un peu un acte, finalement révolutionnaire, à l'encontre de notre société toujours, dans le conformisme et puis donc voilà et puis après ben, ouais, toujours pareil dans la même élan, aujourd'hui, bah, tu vois avec, tout ce qu'on nous prône au niveau du numérique, et cetera, bah, c'est pas la vraie vie, quoi. La vraie vie, c'est d'être dehors, c'est un peu de bricoler de ses mains, c'est ouais, d'être un peu aussi dans l'inconfort, quoi. Je pense que vraiment le confort, ça tue et l'inconfort, bah, ça a toujours fait partie de nous et puis pour avoir de la satisfaction, il faut avoir un peu cet inconfort et puis ce sport, ça permet de s'épanouir et d'être un peu à l'opposé de ça et les convictions écologiques et bah, c'est pareil aujourd'hui, c'est pas quelque chose de plus en plus on amène ça dans les médias et tant mieux parce qu'il y a vraiment il faut pas croire qu'il y a l'humain et la nature, les 2 sont liés et puis, je pense que pendant trop de temps, on a opposé les 2 ou on les a mis à chaque extrême et sans les faire coïncider et bah, on se rend compte qu'on peut pas vivre sans la nature, en fait. Moi, venant du milieu un peu, plus naturel et puis en voyant aussi en se documentant, ben, on voit les enjeux écologiques d'aujourd'hui, demain, ben, ça va déterminer énormément de choses et je pense qu'on n'a pas conscience de l'urgence aujourd'hui des problèmes liés au dérèglement climatique et bon voilà, c'est pour ça que moi je voulais mettre du sens en tout cas dans ma pratique de sport parce qu'il y a un moment donné où, bah, j'étais plus du tout en phase avec ça. Pour avoir une compréhension, on va dire, un peu plus, globale du monde et de ses enjeux écologiques et c'est pour ça que j'ai pris des mesures assez fortes dans mon sport parce que j'étais plus du tout à l'aise avec ça. Parce que, voilà, je participais à la destruction d'un environnement qui me procure du bonheur. La course à pied, le milieu naturel, c'est vraiment ce qui me botte, c'est ma passion, c'est ce qui me rend épanoui, qui m'émerveille et en fait, en faisant des trips, trop souvent à droite à gauche, à l'autre bout du monde pour aller courir 150 kilomètres et ben je participais à la destruction, encore une fois, d'un environnement qui me procurait du bonheur et j'étais plus du tout à l'aise avec ça. Quand j'ai compris les ordres de grandeur, que l'impact que ça pouvait avoir, par exemple l'aviation, je pouvais plus. Mmh. Quand est-ce que tu t'es rendu compte justement que l'aviation, ça avait un impact énorme sur ton empreinte carbone? Enfin,
C'était une lecture, c'était, je sais pas, un article en spécial? C'est comment tu as découvert ça? Bah, en fait, j'ai lu, on m'avait conseillé la lecture de Pablo Servigne, «Comment tout peut s'effondrer», avec, qui parle un petit peu de notre dépendance aux énergies fossiles et puis ces énergies fossiles qui vont fortement décroître, ces prochaines années et ça, c'est la décroissance, c'est pas un choix philosophique quoi, c'est pas si on veut ou pas de la décroissance, c'est que de toute façon, on va y avoir droit parce que ces énergies fossiles qui régissent notre monde, il y en a de moins en moins, qu'on le veuille ou pas. Donc c'est comme ça. Donc on va devoir faire avec moins et du coup, j'ai compris en fait l'impact, de l'aviation, là. Puis après j'ai enchaîné avec Aurélien Barraud, «Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité». On va dire que ces 2 bouquins m'ont mis, très mal à l'aise pendant plusieurs mois temps et j'ai dit: «Là, c'est plus possible en fait, il faut, si on veut vraiment que ça change, il faut que chacun y mette du sien» et moi j'étais plus du tout à l'aise avec ça donc j'ai dit: Basta, fini les vols» et puis en fait, c'était que des on pourrait y voir comme une contrainte, mais en fait, c'est que des avantages. Moi, je suis super content, hein. Je me dis: «J'ai plus à prendre l'avion». C'est quand même nickel. J'ai pas à dépenser de l'argent pour, ça, j'ai pas à passer du temps dans les aéroports, je peux passer plus de temps avec mes proches, j'ai pas de décalage horaire. Bah, c'est la vie de plus prendre l'avion, en fait et puis il y a plein d'alternatives. Ça veut pas dire que je voyage pas, quoi. Je peux prendre le train, tu peux te déplacer en vélo et puis, en fait, quand je vois, par exemple, le nombre de petites vallées alpines qui est à côté de la maison, là, parce que les Alpes, c'est quand même pas si loin, c'est à 2 heures en voiture, par exemple et ben, il y a plein de micro-vallées, bah, qui ont toutes leur charme et je les ai jamais, faites. Il y a plein de chemins ici dans le massif du Jura que j'ai encore jamais fait. En fait, on a une chance incroyable d'être dans ces endroits-là et puis on derrière la maison, on peut s'émerveiller, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin d'aller à l'autre bout de la planète pour, voir, plein de choses? C'est Je suis sûr, pas c'est vrai qu'en France, on a de la chance, il y a plein de choses, enfin même quand on voit dans les Cévennes, en Ardèche, enfin les Alpes, les Pyrénées, il y a quand même c'est un terrain de jeu assez, Ah bah, c'est sûr, il y a une diversité qui est hallucinante, hein, qui est hallucinante et ouais, ouais, non, c'est et puis en plus de ça, bah, enfin, moi je me dis souvent là, cette chose-là, je me dis: «Mais, nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, il y en a beaucoup qui ont jamais pris l'avion». Moi, les miens, ils ont jamais dû prendre l'avion, et pour autant, est-ce qu'ils étaient malheureux? Bah, non, je crois pas et puis en fait, même allez, on va dire, avant que l'aviation existe, bah, personne prenait l'avion parce que ça existait pas et puis pour autant, les gens, ils faisaient leur vie et puis, ils avaient certainement ils trouvaient du bonheur et puis ils arrivaient à être heureux, de temps à autre, sans l'aviation et ils sont conçus comme nous, quoi. C'est pas parce que, on a il y a un siècle de différence, on est vraiment conçus de la même manière. Je veux dire, alors eux, ils y arrivaient parce qu'ils avaient pas le choix, parce qu'il y en avait pas de toute façon. Mais je veux dire, si eux, ils arrivaient à pas se dire, à le prendre ou même nos arrière-grands-parents ou nos grands-parents à pas le prendre et ben, c'est que nous, on doit y arriver quand même. Ça doit pas être très compliqué parce qu'on est quand même, en en un siècle, l'être humain, il a quand même pas énormément évolué, quoi. On est à peu près conçus de la même manière. Donc je me dis: «Bah, si eux, ils sont arrivés, les anciens, pourquoi nous on n'y arriverait pas, quoi?» surtout que l'aviation, comme dit Jean Covici, est née grâce aux énergies fossiles et elle disparaîtra aussi, bah, Exactement. Ouais et c'est pas avec l'hydrogène qu'on va remplacer l'aviation. Comme dit Jean Covici, que l'hydrogène, il faut de l'énergie fossile pour le créer et du coup, comme on a moins d'énergie fossile, on va pas pouvoir en créer là. On nous vend du rêve. Mmh. ça c'est vrai qu'il y a pas mal de greenwashing, sur l'aviation et sinon toi, aussi tu es animateur de la fresque du climat, c'est ça? Avec, tu sensibilises, les sportifs aussi à ces enjeux climatiques? Bah, en fait, ouais, quand j'ai compris ces ordres de grandeur, ces notions, je me dis: «Mais en fait, il faut le faire partager au plus grand nombre pour que les gens comprennent, quoi, vers quoi on va». Vraiment, moi, je préfère anticiper que subir. C'est comme la préparation dans un ultra trail. Si tu fais rien pendant de nombreux mois et que tu arrives le jour J, bah, ça va faire très, très, très mal et moi, je me dis la même chose pour le dérèglement climatique. Je veux pas subir, je veux anticiper les choses, essayer de prévoir à peu près. Et du coup, j'essaie de faire un peu ma part
en diminuant drastiquement mon empreinte carbone et puis après en essayant d'adapter les choses autour de chez moi pour faire en sorte que, quand ça va arriver progressivement, que je sois moins ouais, voilà, dans l'adaptation et moins dans le besoin, quoi. Et du coup, c'est pour ça que je me suis formé à la fresque du climat, c'est pour faire partager au plus grand nombre et j'en fais, allez, à peu près quasi une par mois, quoi. Mais j'ai beaucoup de demandes pour en faire. Après, c'est aussi dur à porter mentalement parce que c'est quand même pas des trucs hyper, cool et tu as besoin d'avoir un laps de temps, en fait, entre chaque fresque. Parce que si tu en fais trop souvent, ben, à un moment, ça te plonge moralement, ça te mine. En train de Et parler de tu trucs, peux même devenir indifférent, même. bah, ouais, c'est pour ça. Alors du coup, je me dis: «C'est bien d'en faire, mais il faut aussi, comme il y a une grosse charge mentale derrière, les espacer pour retrouver la niaque, quoi, derrière». Et comme ça, par curiosité, c'est quoi un peu ton empreinte carbone, on va dire, annuelle? Bah, je suis pas bon, quoi, je suis à 5 tonnes. Voilà. Bah, c'est quand même, par rapport aux Français, c'est un Français, moyen, c'est quand C'est même 2 2 fois fois moins, moins, hein? ouais. Ouais. Ouais, ce qui me tue, c'est un peu la bagnole parce que, bah, là, je suis en zone rurale et puis, la bagnole en zone rurale, c'est compliqué. Moi, le premier supermarché, il est à 30 minutes. Là, j'essaye de tendre, en tout cas, de faire un gros potager. J'ai planté plein d'arbres fruitiers pour être moins dépendant et puis de tendre vers d'y prétendre, ce serait trop prétentieux, mais, vers, quelque chose où je dépends moins des 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 épiceries, des supermarchés pour m'alimenter ou des Biocoop, quoi. Voilà, essayer de faire son jardin un maximum. Ce qui me fera moins de déplacements aussi. Mais puis là, tu vois, en hiver, c'est hyper compliqué aussi, ici, on a un vélo électrique, mais, vélo électrique quand quand il y a 30 centimètres de neige, dehors, c'est pas possible, quoi. Les 30 centimètres, c'est les moments où il y en a c'est pas énorme, quoi. Des fois, il peut y en avoir bien plus, donc c'est moins compatible le vélo l'hiver. Tu à combien de mètres d'altitude, Moi, je vis à 1 250 mètres. Et donc l'hiver, tu as souvent de la neige, enfin, c'est Bah, c'est les endroits les plus enneigés du massif du Jura où j'y vis, donc avant, si on retourne il y a 30 ne serait-ce que 30 ans en arrière, tu peux avoir des cumuls de 2 mètres. Maintenant, si tu as 70-80, au max, devant la maison, c'est vraiment un grand max, quoi. ouais, bah, c'était une de mes questions aussi, de savoir si tu avais remarqué un peu, cet impact, du réchauffement, bah, sur l'enneigement de là où tu habites, est-ce que tu voyais de tes propres yeux l'évolution un peu que ça prend? Depuis que tu es petit par rapport à aujourd'hui, peut-être que tu vois les impacts, directement, non? Bah, ouais, carrément, quand on était gamin, on montait sur la bagnole des parents l'hiver sans s'en rendre compte tellement qu'il y avait de neige. Ouais, ça, c'est pas arrivé une seule fois, hein. Ça arrive plus, c'est plus po aujourd'hui, en fait, on est tout le temps à la limite pluie-neige, donc on va dire qu'à 1 500 dans le Jura, il va y avoir un gros contraste peut-être, où il va y avoir pas mal de neige et puis en dessous de 1 500, ben, c'est terrain quoi, c'est vert. Bah, vert, ouais, il y a pas de neige quoi et puis avant, ouais, la limite, elle était quand même plus basse et ça se joue à rien. Les hivers sont hyper aléatoires. En fait, moi, je le vois en fait, il y a jamais trop de sous-couches maintenant. C'est hyper fragile, le manteau neigeux. Un coup, il va se mettre de la neige, ça va maintenir un petit peu parce qu'il va faire froid. Derrière, ça va se radoucir, il va pleuvoir, ça va refaire descendre le manteau neigeux. Là, il va remettre un coup de neige, mais c'est rare qu'il y a vraiment des sous-couches à partir de 1000 mètres, ça devient de plus en plus aléatoire. Et juste pour donner un peu des idées, mon père, qui est moniteur de ski de fond aussi, comme mes 2 autres frangins aussi, lui avait des contrats dans un centre de vacances en tant que moniteur de ski de fond dans le Jura, hein, du 15 novembre au 15 avril à l'époque. Bah, ça aujourd'hui, tiens, tu vois, là on est le 23 avril, tu te dis la saison elle se finit bientôt dans le Jura, elle s'est finie il y a très peu de temps dans le Jura, si on retourne 40 ans en arrière, quoi. Et bah, ça, c'est impossible, quoi. Je veux dire, là, nous, on a bossé jusqu'au 20 mars, en tant que moniteur de ski, mais c'était u aujourd'hui, on se dit: «Ouais, c'est une saison, correcte». Bah, ouais, c'est clair que cet hiver a été assez correct, mais ça reste quand même hyper fragile, instable, aléatoire. Par exemple, on a eu un hiver assez bon en 2020-2021 et tout le monde était content: «Ouais, c'est génial, machin» et parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Mais en fait, c'était un hiver normal comme avant, quoi
Et là, c'est devenu en fait quelque chose d'exceptionnel, d'avoir, des hivers comme 2020-2021 où on skie, ouais, avant tu pouvais skier, ouais, jusqu'à fin avril, dans la forêt du Massacre, des coins un peu hauts dans le Jura où ça conserve la neige. Aujourd'hui, c'est plus du tout possible, hein, ça le fait de moins en moins, hein. C'est vrai que ça pose même des questions, ça pose des questions aussi sur, comment s'adapter, toutes ces stations, toutes les activités économiques doivent se réadapter aussi à tout ça parce que Ah bah, complètement, ouais. Et encore plus dans le massif du Jura parce que nous, on est en moyenne montagne. Le plus haut sommet du Jura, c'est le Cré-la-Neige qui est à 1 720 m. Bah, voilà, toutes les stations, les petits sites nordiques qui sont à 1 000 m, bah, aujourd'hui, ils survivent quoi. Il y a ça skie de moins en moins et il y a quelques sites encore, on va dire à peine plus haut en altitude où il y a des microclimats, où on arrive encore un peu à skier, mais le moniteur de ski de fond, en tout cas dans le Jura, je pense que, notre génération, moi, mon frangin, mes frangins, on est un peu les derniers, quoi. Je suis pas sûr que ça va continuer. L'activité de moniteur de ski de fond dans le Jura, elle est vouée à mourir, donc il faut forcément se réadapter, ouais. est-ce que toi, pour revenir un peu sur la fresque du climat, toi, est-ce que quand tu, sensibilises un peu les sportifs, c'est auprès de quel public? C'est des trailers, c'est des sportifs de n'importe quel sport? C'est Ouais, voilà, souvent des trailers. Là, dernièrement, j'en ai fait une, pour le trail des Forts de Besançon, il y a 2 semaines et puis, ouais, c'est souvent des fois des écoles, mais c'est plus rare, mais c'est surtout, ouais, des groupes de sportifs, ouais. et souvent ils sont, comment dire? Ils sont choqués par les infos que tu donnes? Ils étaient déjà sensibles à ça? Comment ils réagissent souvent? Bah, alors, il y a 2 types, on va dire, de personnes. Tu as des gens qui sont déjà bien convaincus, qui ont déjà bien compris le problème, donc qui connaissent un peu les ordres de grandeur. Et puis non, qui connaissent pas forcément les ordres de grandeur, mais qui ont déjà des belles notions, donc ils sont assez vigilants et puis ils vont dans ton sens. Et puis tu as d'autres personnes pour qui c'est tout nouveau et puis, bah, ouais, ils ont beaucoup d'incompréhension, de colère parce que en fait, ça les met un peu, dans l'inconfort du fait de devoir changer un peu, leur façon de faire et ça, c'est moins évident. Mais globalement, c'est souvent des gens qui ont déjà des 2-3 notions, mais qui ont pas les ordres de grandeur et ça, c'est hyper intéressant parce que une fois qu'on leur amène les ordres de grandeur, bah, ils voient, quels sont les curseurs pour faire diminuer l'empreinte carbone assez, drastiquement. Il y a beaucoup de gens qui nous disent: «Ouais, ouais, moi je fais gaffe, je me déplace en vélo, je ferai le tri», très bien, c'est hyper bien, mais qui vont claquer un voyage, aller, je sais pas où, en allant à New York. Mais on a envie de lui dire: «Mais si tu veux vraiment baisser ton empreinte carbone, tu as meilleur temps, de te déplacer de continuer à faire comme tu faisais pour aller au boulot, sans te déplacer en vélo, de pas faire ton tri sélectif. Mais par contre, si tu veux vraiment jouer sur l'empreinte carbone, tu diminues d'abord tu vas plus à l'autre bout du la planète en avion et puis là, tu vas voir, en faisant d'abord ça, et bah, après tu vas voir que ça va faire beaucoup diminuer ton empreinte carbone et hem et en fait, tout ce que tu fais comme petit geste, c'est tout annulé si tu décides de prendre un avion, quoi. Voilà. Ouais. C'est vrai que c'est important de redire un peu tous ces ordres de grandeur. Ouais, exactement et ça, c'est hyper important à amener et après derrière, de toute façon, cette fresque, donc on a le constat, puis après on amène les solutions, bah et c'est là où on amène les ordres de grandeur, comment, agir de façon individuelle et collective et puis après on amène aussi les notions, liées au peak oil parce que de toute façon, bah, c'est bien beau, mais tout ce qu'on a aujourd'hui en biens Le matériels, pic pétrolier, hein, c'est ça? ouais, le peak oil, le pic pétrolier et ben, on a bientôt, plus les ressources suffisantes pour avoir le mode de vie qu'on a actuellement donc il va falloir, quoi qu'il en soit, se préparer à diminuer forcément. 2050, moitié moins de pétrole, pour les producteurs de pétrole, comme dit Jean Covici donc nous, ça sera certainement plus parce qu'on n'est pas producteur de pétrole en France donc il va falloir s'apprêter et puis il faut mieux être renseigné avant parce que sinon, le retour de manivelle va faire mal. Et est-ce que tu penses, par exemple, que les sportifs type, trailer sont plus sensibles aux questions, on va dire, environnement, nature, par rapport à d'autres sports comme, je sais pas, des footballeurs, ou des basketteurs, je sais pas, hein? Vu qu'ils pratiquent directement leur sport dans la nature, peut-être Bah, forcément, ouais, je pense qu'il y a après on trouve de trous en trail, hein. Il y en a qui en ont rien à foutre et puis d'autres,
qui sont hyper engagés, hyper sensibles. Mais, mais j'ai envie de dire que globalement, oui, les trailers ont peut-être plus de sensibilisation à la crise climatique parce qu'on est dans ce milieu naturel et puis qu'on voit un peu l'évolution et puis que et en foot, bah, on est plutôt dans un milieu aseptisé, un peu avec des codes qui sont pas du tout, qui sont complètement différents, je veux dire, de notre société. C'est un peu un autre univers, quoi, je veux dire. C'est un sport tellement médiatisé, mondialisé, avec des enjeux économiques énormes. Enfin, c'est vrai qu'ils sont un peu hors sol, quoi. Exactement, hors sol, ouais, c'est ce que je cherchais comme terme. Donc ouais, je pense que les sports de nature, effectivement, il y a quand même plus de sensibilisation, des gens plus engagés, en tout cas. C'est vrai qu'il y a toi, il y a Kylian Jornet aussi qui a créé sa marque un peu éthique. Ouais, puis qu'il y a sa fondation pour la préservation des glaciers, la Kylian Jornet Foundation et du coup, oui, pour le coup, Kylian, il a bien conscience de tout ça, quoi. Et est-ce que tu as d'autres sportifs en tête comme ça? Bah, il y a Andy Simon, C'est quoi, il fait quoi comme sport? qui est aussi dans le trail, hein, qui a qui est bien engagé, après, bah, tu plein de gens dans d'autres disciplines, je pense à Stanislas Turet qui est, un ancien skipper, qui est assez engagé aussi. Ouais, voilà, des skieurs, il y en a aussi beaucoup, donc et de plus en plus, on va dire. Comment tu vis tout cet essor vers le trail de ces dernières années? Parce que là, à la base, c'était quand même un sport de niche, et maintenant, il y a quand même de plus en plus de gens qui se mettent au trail, à l'ultra trail. Comment est-ce que toi, tu vis ça, toi qui a commencé ça depuis très longtemps? Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que tu te méfies un peu de ce que ça peut emmener? Bah, je vois des bonnes choses et des mauvaises choses, je me dis, bah, tous ces gens qui sont amenés, happés par le trail vont être, plus sensibilisés au milieu naturel, à la protection de ce milieu-là, qu'il faut préserver, que c'est fragile, en voyant ces forêts, ces glaciers et cetera. Donc je me dis que c'est une bonne chose et en plus les gens ça les amène sur, quelque chose en fait, sur du sport finalement santé. On sait que l'activité physique, c'est bon pour la santé. Généralement, quand on prend soin de sa santé, on pourrait faire une étude sociologique là-dessus, mais on prend soin aussi, on peut prendre soin de la planète. Je dis on peut parce que c'est pas chez tout le monde, mais généralement, juste quand on se déplace en vélo, on fait une sortie vélo et quand tu regardes dans les talus, qu'est-ce que tu retrouves? Tu retrouves, des paquets de clopes, des bières, des Red Bull, des sachets de McDo. J'ai jamais vu un sachet Biocop, j'ai jamais vu un sachet, un truc, tu vois? Il y a quand même des gens généralement qui prennent soin d'eux, de leur santé, ils prennent soin plus de la planète, quoi. Et je me dis: «Bah, ça, c'est plutôt bon pour nous». Après, ben, forcément, cet engouement pour la discipline, ça a amené un marché du trail qui est, participe à la société de consommation et cette société de consommation, bah, on sait que, elle est néfaste, pour le dérèglement climatique, quoi. Ça va l'amplifier, parce qu'il faut toujours produire plus, avoir la nouvelle gamme de chaussures, de textiles. Et est-ce que ça, c'est encore compatible avec le monde, d'aujourd'hui et de demain? Finalement, bah, non. Donc comment faire? Il y a plein de possibilités, mais ouais, c'est à chacun, chaque consommateur de réfléchir un petit peu à: «Est-ce qu'on a vraiment besoin? Est-ce que je suis obligé d'avoir le dernier modèle? Jusqu'où je pousse mes chaussures?» Bref, il y a beaucoup de réflexions à avoir sur tout, sur la participation des événements. Si aujourd'hui, c'est d'aller participer à 4 courses dans 4 coins du monde, est-ce que c'est encore, est-ce que c'est encore juste aujourd'hui? Est-ce que c'est encore possible, de faire ça à l'heure actuelle? Ben non, en fait, c'est plus possible et il y en a beaucoup qui ont pas forcément conscience de l'impact que ça peut avoir, d'aller faire des courses, dans les 4 coins du monde, dans une année, quoi. Voilà. Toi, comment tu fais pour, par exemple, pour tes chaussures, tu renouvelles, tu pousses au maximum les kilomètres, de tes chaussures? Je sais pas, t'as pas de montre, connectée, tes vêtements, tu les changes pas, tu prends de la seconde main, je sais pas? Ouais, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, oui, bon, au niveau du textile,
C'est sûr que moi, je me tiens une balle dans le pied et puis je suis pas du tout quelqu'un d'exemplaire, hein, par rapport à ça parce que, à l'heure actuelle, je suis encore sponsorisé et puis, du coup, moi, mon souhait, si ça tenait qu'à moi, je pousserais mes shorts, s'il y avait des trous dans mes shorts et dans mes t-shirts, ben, je le ferais accommoder. Dans les chaussures, bah, je les pousse au bout. Mais, demain, si tu as un t-shirt et puis un short, qui est encore à peu près potable, mais qui fait plus partie, de la nouvelle gamme de l'année suivante, bah, tu peux même pas courir avec, quoi, parce que c'est pas le dernier cri, tu vois? C'est pas le dernier modèle. C'est un peu le sponsor qui t'oblige de courir avec ça parce que c'est le dernier truc, quoi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à réfléchir dans tout ça. Tu encore sponsorisé niveau vêtements ou pas? Ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est ASICS toujours? Non, non, moi je suis chez On Running, marque suisse. On fait beaucoup de, en fait, j'ai changé aussi parce qu'il y avait c'était les seuls qui m'imposaient pas à prendre l'avion. Voilà, je pouvais faire des courses en Europe. Bon après, de toute façon, on va pas faire des plans sur la comète parce que, bon après j'ai eu mes pépins de santé donc j'ai pas pu remettre de dossard. Je suis encore en traitement, je suis suivi en Allemagne donc ils sont super On dans le sens où ils m'ont ils m'ont pas lâché comme ça du jour au lendemain, ils ont été très humains, ils ont continué, la collaboration et puis grâce à eux, je peux me soigner aussi parce que les frais, c'est onéreux et on va dire que c'est un peu ma mutuelle, quoi. On va dire un peu plus de conviction écologique que beaucoup d'autres marques, mais personne n'est parfait et puis il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Mais à partir du moment donné où on essaie de vendre un maximum de matos, est-ce que c'est encore très compatible avec un monde qui se dérègle au niveau du climat? Bah, je suis pas si sûr, quoi. Voilà. Moi, ça me fait beaucoup réfléchir en tout cas à la suite, par rapport à ça, quoi. Mmh. Déjà, tu te poses ces questions, c'est déjà énorme. Il y en a qui s'en rendent même pas compte, c'est déjà l'essentiel. Après on peut comme j'aime bien dire, on peut pas être parfait dans un monde imparfait, enfin, Bah, non, c'est sûr, ouais, non, bon après il y a toujours un peu à s'améliorer aussi. Moi, c'est vraiment la question du moment, mais bon, les nuits portent conseil, donc je vais laisser le temps à la réflexion, mais est-ce que par exemple, ASICS, tu as mis fin à ce partenariat à cause de convictions écologiques ou, sociales ou sociétales? Je sais pas. il y avait plusieurs raisons, en plus j'étais en fin de contrat et puis aussi avec ASICS, ça faisait plusieurs années que j'étais avec eux et puis j'avais aussi, peut-être, besoin plus d'autonomie, de liberté je voulais vraiment fonctionner avec ma manière et puis à 20 ans, on n'est plus pareil qu'à 30 et bon ouais, j'ai peut-être besoin aussi de voir autre chose. Il y a déjà eu des marques que tu as refusées, par exemple des grandes marques, Bah, en fait, derrière, quand j'étais en fin de contrat chez ASICS et qu'il y avait j'étais encore assez, on va dire, dans le coup physiquement et puis j'avais pas mal de marques qui s'étaient proposées, pour poser des contrats et du coup, moi, j'ai accepté On par rapport à la proximité parce que la Suisse est tout près de chez moi. Zurich, où est le siège, c'est à 2 heures et demie de route de chez moi, 3 heures et puis, c'était les seuls qui m'ont dit, «Bah, ouais, si tu veux pas prendre l'avion, tu prends pas l'avion». Voilà. Alors que les autres marques, non, non, il fallait quand même avoir un petit circuit international qui m'obligeait à prendre l'avion donc, pour le coup, il y avait beaucoup de choses qui m'ont amené, à signer chez On, quoi. Mmh. et pour revenir un peu sur les bienfaits de la course à pied aussi, avec cet essor, on va dire depuis quelques années sur la course à pied, le trail, j'ai l'impression aussi, moi j'ai un peu une théorie comme quoi les gens veulent aussi oublier leur quotidien, on va dire un peu morose, fuir un peu toute cette, on va dire ce circuit métro boulot dodo, essayer de se divertir, de se vider la tête quoi un peu. J'ai l'impression que la course à pied, ça amène aussi des questions un peu sur soi qu'on se serait pas posées si on faisait pas ça. Tu déjà parlé aussi dans tes podcasts que toi tu faisais ça, ça améliorait ta créativité, enfin tu vois? C'est aussi, Pour évacuer et puis baisser un peu son stress, mais bah, en fait, quand tu regardes l'être humain, il a toujours été, à la base, on est des chasseurs-cueilleurs, nomades, et puis on s'est sédentarisé il y a 10 000 ans. On a l'agriculture est arrivée,
on a élevé des animaux, et puis aujourd'hui, c'est encore hyper différent de ce qu'on a vécu au début de l'agriculture. On est, vraiment dans le moindre effort avec des boulots qui sont vraiment beaucoup devant le bureau, devant l'écran et puis à manger des trucs ultra transformés donc génétiquement, tous nos gènes, ils sont pas du tout faits pour rester devant un bureau, à être assis et puis à manger des saloperies. On est fait pour bouger, se déplacer et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans l'ultra trail parce qu'en fait, ça fait partie de nous, de bouger, de faire de l'activité physique. En plus, on est l'espèce dans tout le règne animal, on est l'espèce la plus endurante. On est la seule espèce, qui arrive à réguler notre température, à la transpiration, avec la transpiration et toutes les autres espèces, elles haltent, donc elles évacuent le trop de chaleur en faisant comme on voit le chien, en tirant un peu la langue, assez fréquemment et et nous, on est vraiment fait pour, finalement se déplacer, bouger et c'est pour ça que les gens, en fait, ils apprécient le mouvement de la course à pied, parce qu'on est des bipèdes, qui ont besoin d'aller en nature. C'est ouais, donc moi, ça m'étonne pas qu'en fait, on se retrouve, dans cette discipline parce que et effectivement, le fait de faire de l'activité physique, ça oxygène le cerveau et puis quand on a le cerveau oxygéné, on est encore un peu plus là, on a les idées au clair, on est éveillé, et puis c'est là aussi où peut venir un peu, effectivement cette créativité, quoi. Mmh. On est mieux pour réfléchir, on est présent, concentré. Ouais, c'est la vie, l'activité physique, c'est la vie, quoi. Toi, tu t'entraînes enfin, là, actuellement, je sais pas comment tu t'entraînes, mais tu cours le matin, le soir? C'est quoi un peu ton rythme? Moi, je suis plutôt du matin, je sais pas si tu connais les chronotypes? Il y a 4 chronotypes dans la société. On a les le lion, le loup, l'ours, et le dauphin. Et moi, je suis un lion, moi, je suis un lève-tôt, couche-tôt. Je suis pas très productif après 18:00, c'est pas trop mon endroit, mes horaires préférés. Moi, je suis plutôt, ça me dérange pas de me lever à 5:00, mais par contre, il faut rien me demander à 22:00, quoi. À 21:00, c'est pareil et j'ai toujours un peu fonctionné comme ça quand depuis gamin, je me lève assez tôt finalement et donc je suis assez productif le matin et je fais, souvent, ouais, on va dire que je sors, je fais mes sorties, d'entraînement le matin, à pied, puis ça m'arrive de doubler et d'y retourner en début d'après-midi, ouais. Mmh. Donc je vois plutôt les levées de soleil que les couchers de soleil. Ah ouais, OK. Et les autres chronotypes, c'est quoi du coup, c'est les couches tard, les Ouais, alors ça, c'est plutôt les bon, après, il y a plusieurs spécificités, mais il faut regarder, l'ours, c'est le plus commun dans la société, c'est d'ailleurs toutes les plages horaires sont calées en fonction de l'ours. Hem, 8:00 à 17:00 en gros et puis après on a le dauphin qui il y en a pas beaucoup dans la population, mais c'est des gens qui dorment pas beaucoup parce qu'ils ont pas beaucoup besoin de dormir. Peut-être plus de facilité, on va dire, à récupérer, mais qui sont assez éveillés tout le temps, eux, en fait, ils dorment peu et puis après les loups, c'est plutôt des lève-tard, couche-tard, quoi. Voilà. C'est plutôt au début de la journée à 10:00 et puis, fin de journée à 23:00, quoi. L'inverse du lion. je crois que je tends plutôt vers le loup que vers le lion. Après l'ours, il y a aussi l'ours, c'est assez commun, quoi, mais bon, faut le faire, hein, c'est le chronotype, tu peux le faire, tu dans un moteur de recherche, tu tapes chronotype, tu verras, tu fais un test, ça dure 15 minutes, même pas et puis c'est comme faire son bilan carbone. Tu fais ton bilan carbone en 15 minutes, tu peux faire ton chronotype en 15 minutes aussi. D'ailleurs, faut que je mette un lien pour que les gens, calculent leur empreinte carbone. Je le fais jamais dans mes épisodes, mais je pense que c'est important de le mettre. Ouais. Hem, Aussi, donc je pense que tu dois courir à côté de chez toi. Si c'est le cas, je crois que tu as acheté une loge, on appelle ça? Donc c'est un chalet, jurassien, on va dire? Ouais, une loge d'estive, c'est pas une ferme, les fermes jurassiennes, elles étaient souvent larges, grosses, parce qu'il fallait mettre tout le bétail dedans. C'était un peu plus conséquent. On va dire que là, là, c'est un plus petit gabarit, mais c'est quand même assez volumineux parce qu'il y avait, une partie grange pour le bétail à l'époque
Donc oui, c'est une loge d'estive avec des vieux murs en pierre, une charpente à peu près encore en état, puis on a refait la toiture, on a tout isolé, puis on fait une partie donc habitation pour moi et ma compagne et puis une partie pour, accueillir du monde en location, parce que c'est bien assez grand et puis on voulait faire partager un peu le lieu. Donc on a tout rénové, ça fait 5 ans qu'on est dessus et là on est un peu sur la fin et on a fait tout pour que ça soit une maison durable avec des matériaux écologiques. Donc on a utilisé, l'argile, la chaux, la paille, le bois, tous des matériaux finalement qui, quand on le remet à l'état naturel, peuvent être, biodégradables, quoi. On a essayé d'éviter, le béton, on a fait des chapes en argile. Après il y a des choses où on peut pas vraiment faire, autrement. On a essayé de faire beaucoup de compromis et puis, on a fait en sorte qu'elle soit hyper isolée. C'est, un des domaines dans lequel, on peut faire, clairement diminuer son empreinte carbone. C'est par rapport à la diminution du chauffage dans une maison et en isolant sa maison. Donc nous, on est passive, donc ça veut dire qu'on est, tip top au niveau isolation thermique et ça en toiture aussi, on a mis de la laine de bois et de la paille en façade avec un enduit à la chaux, voilà et on est autonome en électricité et en eau, panneaux. D'accord, donc c'est quoi? C'est panneaux solaires, non? Ouais, panneaux solaires. Et en eau? Comment tu fais pour être autonome en eau? Bon, on a une cuve de récupération d'eau de pluie, qui fait 80 mètres cubes à l'arrière de la maison et on filtre l'eau avec un filtre UV charbon, donc c'est de l'eau de pluie et puis, filtrée et ça rend potable l'eau et voilà, donc on a prévu à peu près, 80 mètres cubes, si on est 12 au maximum à l'intérieur de la maison, parce que je pense que c'est ce qu'on pourrait être le maximum. On a voulu faire un gros jardin aussi derrière, donc les besoins en eau du jardin et on a tablé, en fait, on s'est dit: «Bah, il faudrait 4 mois sans précipitation dans le massif du Jura» et avec 4 mois, on tient, mais il faudrait pas plus. Mais quand on voit l'été 2022, bah, il y a eu 2 mois sans précipitation et c'était déjà la cata, donc j'espère jamais qu'on arrivera à 4 mois. Mais on s'est basé aussi un petit peu sur ces rapports du GIEC en se disant: «Bon, on va tabler un peu plus large». Après aussi, on voulait tabler encore plus large, mais bon, il faut faire aussi des compromis et puis financièrement, ça tenait pas la route, donc on a mis 80 mètres cubes, mais ce qui est déjà énorme, hein. Ouais, beh, et est-ce que financièrement, c'est plus cher de tous ces matériaux-là? Est-ce que c'est plus cher ou c'est juste ça demande plus de temps, peut-être plus de réflexion aussi? Ouais, plus de réflexion. On va dire que ça peut être à peine plus cher, mais au moment de à un moment tu t'y retrouves, en fait. Tu t'y retrouves parce que, ça va durer dans le temps. Là, aujourd'hui, tu vois, tu as notre paroi de maison, comme il y a des vieux murs en pierre, il y a un enduit d'argile, après les murs en pierre, ensuite tu as la paille, enduit, la chaux et ça fait un mur qui est dit, perspirant, donc qui laisse passer l'humidité. En fait, quand tu fais une maison passive qui est isolée avec de la pétrochimie, des polystyrènes, des laines de roche ou de verre, et ben, ta maison elle respire pas, tu es obligé d'avoir une VMC et du coup, ça fait un truc qui est, vachement, ça fait un peu l'effet sac poubelle, quoi et derrière, bah, ta paroi, elle va prendre un peu de moisissure, ça va se dégrader dans le temps et cetera. Tandis que là, en choisissant des matériaux plus naturels qui sont perspirants, ben, ça va tenir plus longtemps dans le temps et finalement, ben, tu auras moins de travaux à faire plus plus souvent, quoi. Donc dans le temps, tu vas forcément un peu t'y retrouver. Puis après aussi, c'est parce que ça nous convient en termes de conviction et de valeur. La paille, par exemple, c'est, le matériau le moins cher, mais par contre sa mise en œuvre, elle est plus longue, donc ça revient peut-être un peu plus cher, quoi. Mais, c'est un calcul à faire. Ouais, en gros, les investissements initiaux sont peut-être plus élevés, mais au final, c'est au fur et à mesure des années, c'est rentable, quoi. Enfin, ça Bah, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est à réfléchir, en fait, sur une durée, sur du long terme et je crois beaucoup à ça, quoi. Si tu fais un truc un peu à l'arrache, va-vite, et que derrière, faut tout le temps faire des travaux parce que ça se dégrade rapidement, bah, c'est pas tenable, quoi. Et pareil, dans la conception, de cuisine et tout, on a vraiment essayé de faire un truc low tech. Donc, par exemple, on n'a pas de frigo. On a remis au goût du jour une ah cave ouais! et puis là, on fonctionne avec, la cave, quoi. Et c'est génial quoi, parce que Ah ouais, ils ont quand tu mets de la masse pour garder la fraîcheur, bien isolé et tout, on a les côtés nord, comme faisaient les anciens dans le temps, bah, c'est large quoi. ah ouais, donc il fait combien? Il fait 5, 5-6 degrés dans la cave, Ouais, non? c'est ça, ouais. 6 degrés.
Ah ouais, c'est fou. Bah ouais, OK. avant il y avait pas de frigo, comment ils faisaient les anciens pour conserver la Oui, bouffe? bah, oui. Et puis après, bah, pareil, cuisinière à bois, qui chauffe l'eau chaude sanitaire, donc éviter l'électroménager parce qu'on a des panneaux photovoltaïques, mais voilà, l'idée c'est de pas de consommer peu d'énergie finalement. Ouais, c'est ça, c'est le but quoi. Le tech, c'est un peu plus de la sobriété et puis que ça dure dans le temps pour pas avoir des réparations à faire, tous les 15 du mois, quoi. Donc bah, voilà, vraiment on arrive presque au bout, mais c'est cool de se dire qu'on n'aura plus jamais de facture d'électricité et d'eau, quoi. Ouais et puis, qu'on va tendre, vers, essayer de faire un maximum de nourriture aussi pour pas avoir à acheter, trop de légumes et de fruits, quoi. C'est vrai que tu t'intéresses beaucoup aussi peut-être à la démarche low-tech, comme tu disais, Ouais, bah, le low-tech, ouais, c'est l'avenir, quoi. C'est l'avenir, hein, je m'intéresse beaucoup au low-tech. faut peut-être rappeler ce que c'est, peut-être pour les gens qui sont peut-être pas au courant, mais Ouais, bah, c'est c'est l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui avec, le monde du numérique, où tout est éphémère finalement parce que, aujourd'hui quand tu casses une pièce dans ton téléphone, ben, tu es obligé de changer de téléphone, tu peux pas changer la pièce. Alors que dans le low-tech finalement, tu as un truc de cassé comme tu as peu, on va dire, d'électronique ou des choses complexes et ben, tu peux changer uniquement ta pièce et puis ça va durer un peu dans le temps, quoi et puis c'est peu d'énergie consommée, c'est, ouah, on va dire un mode de vie un peu plus sobre. Voilà. moins de matériaux, moins de minerais, Moins de enfin de matériaux, moins de minerais, exactement, donc ouais. Est-ce que tu t'intéresses toi aussi à tu en as parlé un peu tout à l'heure de la décroissance, mais est-ce que tu suis par exemple on a reçu, j'invite, les auditeurs à écouter l'épisode avec Timothée Paric, donc sur la décroissance. Je sais pas si c'est quelque chose qui te parle, est-ce que tu lis par exemple? J'ai pas lu, son bouquin, mais j'ai beaucoup écouté. Je suis même allé le voir en conférence à Lausanne. Puis là, je l'ai écouté tout à l'heure, c'est marrant parce que j'étais en train de bricoler chez moi, puis j'ai écouté la dernière avec Meurice et puis c'était, Timothée Paris qui était invité, donc Ah oui, oui, exact. et donc c'était très, très bon de l'entendre une Ah nouvelle donc fois. c'est des sujets à laquelle tu t'intéresses et tu Ah assez bah, sensible. ouais, complètement, ouais. Bah, comme j'ai dit encore une fois, de toute façon la décroissance, c'est pas un choix philosophique, c'est que tôt ou tard on va y avoir droit. On va pouvoir croître sur plein de choses, sur la créativité, sur, plus de temps pour nous, mais on va décroître sur des choses, qui sont bien parce que ça va nous amener du confort de vie, du confort en santé, en et cetera. Il faut pas le voir comme quelque chose de négatif la croissance. On va pouvoir croître sur plein de choses et décroître sur des trucs qui sont pas essentiels à notre existence, quoi. Puis parce qu'on n'a pas ces énergies fossiles en ressources infinies et tout ça, c'est un monde fini et bah, les experts, sur le sujet l'ont bien compris et puis ils nous en font part, chaque jour si on veut bien les écouter. Est-ce que toi tu beaucoup, on va dire la radio, la télé, on va dire mainstream, parce que c'est pas les endroits où on apprend le plus de choses sur l'écologie, par exemple? Non, mais c'est vrai que, heu, moi quand je pars courir, j'écoute rien parce que j'aime bien écouter les oiseaux. Mais, quand je bricole chez moi, par exemple, là, dans les travaux, bah, ouais, je me mets un podcast, ouais, puis j'écoute des choses, là, typiquement ce que j'écoute, c'est Blast, c'est le Green Letter Club, c'est, les confs de Jean Caude, Aurélien Barraud, la dernière avec Meurice, Salade verte maintenant peut-être? Salade verte aussi, Salade verte et puis voilà donc du coup, maintenant avec l'algorithme, bah, je peux dire que j'ai que ça qu'on me propose quoi, c'est tout le temps les mêmes choses donc ouais, je limitless aussi beaucoup. Puis J'ai oublié de te poser la question sur ta loge, donc tu as appelé ça la loge éthique, c'est ouais, ça, le nom? mmh. Comment c'est né ce projet, au tout début? C'était quoi la genèse de ce projet, Comment tu as eu cette idée de rénover, cette loge avec ta compagne? Bah, en fait, on cherchait à s'installer dans le Haut-Jura parce que c'est notre coin de cœur, Amélie est du coin. Moi, je suis un peu plus au sud du plateau de Rotor. C'est des endroits que je connaissais bien parce que j'y étais pas mal passé en vélo et puis on s'est dit: «Là, on sera bien». Nous, ce qu'on cherchait, c'était avant tout un cadre de vie où avec du calme, de la tranquillité. Donc là, ça cochait déjà toutes les cases. Et puis on voulait pas construire quelque chose de neuf parce que quand on regarde la construction, bah, c'est un coût exorbitant en termes d'impact carbone et il y a plein de vieilles ruines dans le Haut-Jura,
On voulait rénover quelque chose, qui a déjà du cachet, qui a de l'histoire. La maison est de 1663, donc elle a déjà vu passer un petit peu de monde et puis cette loge, bah, elle nous plaisait et puis, on trouve que le cadre de vie, il est incroyable. Et on avait aussi envie de le faire partager. C'est pour ça qu'on a fait cette partie, hébergement à côté. Et puis aujourd'hui, bah, de vivre, dans une baraque qui fait finalement 280 m², pour le moment on est 2, bah, je suis pas sûr que ça soit encore très allouable, quoi. C'est aujourd'hui, la maison individuelle, c'est un fléau quand même et cette conception, cet imaginaire qu'on a, collectif, de se dire: «Il nous faut un habitat» et puis de vivre, heu, en couple dans une maison ou tout seul, à long terme, c'est pas viable, quoi. Donc je crois plutôt, à regrouper du monde au sein d'une même maison, surtout quand ça fait 280 m². Donc ça nous venait, nous, de vivre tous les 2 là-dedans, peut-être que plus tard on sera plusieurs, mais je veux dire, ça nous allait pas. Donc c'est pour ça qu'on a fait aussi, cette partie, locatif qui va être certainement modulable dans le temps sous différentes formes. Mais au début, on va faire comme ça et accueillir du monde et puis comme ça fera profiter un peu plus de monde, quoi, voilà. Et du coup, je crois que vous avez une page Instagram aussi que je mettrai peut-être en lien, peut-être pour ceux qui veulent s'intéresser. La logistique, voilà, et normalement, c'est opérationnel, cet automne, donc j'ai encore pas mal de travaux, mais je vais y arriver. Enfin, on espère que plein de gens iront Ouais, ouais, dans cette belle loge et que tu pourras accueillir plein de... ouais, bah, ça, je me fais pas de soucis, ouais. T'as déjà booké des... Enfin, il y a déjà des réservations de possibles, non? Ouais, il y a des bah, en fait, on a fait une campagne de crowdfunding, il y a un petit moment déjà, pour financer la fin des travaux et puis, dans les dons en contrepartie, on avait fait, des week-ends, des semaines, à proposer. Donc il y a on va dire que les gens qui ont participé au crowdfunding à l'époque, ont déjà des places de réservées, quoi. Ok, bah trop cool, je mettrai le lien pour ceux que ça intéresse. Et si tu veux bien, on va passer peut-être à la dernière partie, des questions un peu plus perso, un peu plus philosophiques, Ouais. pour finir cet entretien. Alors première question, on n'est pas trop revenu sur ton parcours sportif, mais on va le rappeler quand même, mais 3 fois champion du TMB. Ça fait quoi de gagner du TMB en termes d'émotion pour toi? Quelle a été la plus belle victoire des 3? Et qu'est-ce qu'on ressent en fait? Parce que ça doit être un ascenseur émotionnel incroyable. Ouais, ouais, bon, gagner à l'UTMB, c'est un truc unique, en termes d'émotions, c'est hyper fort, c'est un mélange de plein d'émotions. C'est un peu indescriptible, en fait, parce que c'est tellement fort que c'est pas quelque chose qu'on rencontre beaucoup dans le quotidien. Il y a certainement un pic de dopamine qui doit être énorme, de sérotonine, de mélange de neurotransmetteurs assez incroyable mais mais c'est pour ça que c'est difficilement descriptible. Je sais pas si les gens qui prennent de la drogue, ça fait le même effet, parce que je peux pas comparer, j'en ai jamais pris, mais ouais, c'est quelque chose où en fait, il faut savourer le moment présent, parce qu'on est très lucide en fait, hein, quand on franchit une ligne d'arrivée d'un UTMB victorieux. Mais il faut pas non plus trop y penser et puis, faut le savourer au bon moment, quoi, j'ai envie de dire. Parce qu'après derrière, quand tu vas pas retrouver ça tout le temps dans la vie de tous les jours et puis la vie de tous les jours, c'est pas ça, c'est pas une victoire sur l'UTMB. Donc c'est bien de le savourer, mais il faut pas trop en prendre conscience non plus parce que derrière, ça peut être un peu dur à vivre, si tu es trop focus sur les émotions que ça t'a procuré, quoi. Voilà. Ouais, c'est une vraie bombe d'émotions. Quand tu finis, tes jambes sont, enfin, tu dois être complètement cassé, non? Comment c'est? Ça va plutôt bien? Enfin, tu mets combien de semaines à te remettre? Ça dépend vraiment de comment s'est passée la course, mais oui, forcément, tu mal un peu de partout, les jambes, mais après, quand tu fais un UTMB, généralement, tu es préparé, donc on va dire que tu subis moins que quelqu'un qui est moins préparé, qui a jamais fait de l'activité physique. Mais malgré tout, ouais, c'est hyper traumatisant pour le corps, tu es défoncé. Alors après, sur une ligne d'arrivée, quand tu arrives en victoire, tu as tellement les endorphines, les émotions, les gens qui sont là autour de toi, bah, que tu ressens pas tout ça. Mais après, dès que la tension et la tension relâche, après la course et que les joueurs arrivent derrière et que tu t'es refroidi, bah là, ouais, tu as mal de partout, tu descends les escaliers à l'envers,
Puis si tu pas de courbature après un ultra trail, bon, à mon avis, c'est pas très normal quand même, hein. Hem Et du coup, j'en ai fait 5 fois des ultra trail, mais je suis toujours autant défoncé après. Peut-être que l'UTMB 2017, c'était le plus dur pour moi. J'ai vraiment accusé le coup et derrière, j'ai mis 4 mois, 4-5 mois à m'en remettre. Ça veut pas dire que pendant 4-5 mois, j'arrivais pas à faire de sport. J'arrivais à faire du sport, mais j'avais pas d'énergie, quoi. Ça remontait pas et puis, au mieux, on va dire qu'il m'a fallu 1 mois, quoi, pour me remettre de mon UTMB peut-être. Ça ça dépend vraiment de comment s'est passée la course, s'il a fait froid, si tu as eu de la neige, de l'intensité, ouais, des moments dans le dur et cetera. Est-ce que c'est le souvenir que tu as qui t'a le plus marqué dans ta carrière pro, enfin ta carrière pro, enfin dans toutes tes courses? Bah, ouais, ouais, si, c'est fort, quoi, c'est quelque chose de fou, quoi, Pour toi, c'est laquelle ta plus belle victoire des 3? j'en ai pas de plus belle parce que chaque victoire est savoureuse, est différente en même temps, mais c'est aussi fort à chaque fois, on va dire que 2018, c'est un peu différent parce que le contexte était aussi différent. J'ai eu une course, où je me suis fait disqualifier, le mois avant aux États-Unis et puis, je gagne l'UTMB, 1 mois après, 1 mois et demi après. Et puis c'était une revanche quelque part, de ce problème de course que j'ai eu aux États-Unis et c'était une belle revanche, quoi. C'était quoi? C'était un ravito, qui était pas fait au bon endroit ou Ouais, en fait, c'est ça, j'ai fait un ravitaillement hors zone sans m'en rendre compte. C'était vraiment pas voulu, j'étais un peu dans le gaz et 2 kilomètres après donc j'étais au 80e kilomètre et à 2 kilomètres après, bah, je vois ma compagne et puis, j'avais un peu de temps d'avance, j'avais, genre 1 heure et demie d'avance sur le deuxième. Puis j'avais chaud, j'étais pas très lucide à ce moment-là et puis je discutais avec elle, machin et puis là, il y avait une bouteille d'eau par terre à ses pieds, du coup, je prends la bouteille et je bois, mais parce que, je vois la bouteille d'eau puis j'avais soif et en fait, j'ai fait un ravitaillement hors zone. C'était sa bouteille, c'était pas la mienne. Parce qu'il y a pas le droit, en Bah non, fait? il y a pas le droit. Tu as pas le droit de Alors du coup, ben parce que c'est pas ta bouteille? c'est pas ma bouteille et puis, on dit que le trail, c'est semi-autonomie. Donc tu peux prendre des choses avec toi et te ravitailler pendant ton effort et tu as des ravitaux officiels où là, tu peux prendre des choses sur le ravito officiel et les charger. Là, c'était pas un ravito officiel parce que j'étais à 2 kilomètres après un ravito officiel et puis j'ai pris la bouteille d'Amélie, et à ce moment-là, j'ai j'ai quelqu'un qui a vu, il y a un journaliste qui a vu derrière, qui a fait une photo, qui allait dénoncer et puis au 145e kilomètre, après 21 heures de course, j'avais 2 heures d'avance sur le second et ben, il m'a dit: «Tu sors de la course». Voilà et je me suis fait Oh là disqualifier. là, Ouais, c'est dingue, hein? l'enfer. Et du coup, j'étais en pleurs, j'étais hyper triste, Ah bah oui, tu m'étonnes. j'avais course gagnée, quoi et surtout après tant d'efforts. Bah oui. Bref et puis, bah, l'année a le 1 mois après, je gagne l'UTMB, voilà et pour faire un petit signe aux Américains, je suis arrivé sur la ligne d'arrivée, j'ai pris mes flasques et puis je me suis arrosé comme ça pour dire: «Ah oui, c'est pas la gorgée d'eau qui Ah va oui, faire la différence». ah mais c'est pour ça! J'avais pas compris pourquoi tu t'étais arrosé avec de l'eau. Et bah, ouais, c'était pour ça, c'était le petit signe Ah OK! aux Ah Américains. ouais, Ah bah oui, beau pied de nez. c'est pas avec, une gorgée d'eau que ça va faire la différence, soyez logiques. OK, putain, c'est vrai que c'est fou parce que c'est tellement d'heures de préparation et de sacrifices. Ouais, ouais, surtout les 15 000 bornes, non, je sais pas combien pour faire Denver, Paris, bref. J'ai fait de l'avion pour aller jusque là-bas pour me faire disqualifier, là, j'en ferai plus là, plus jamais. Du coup, ce serait peut-être ça, ton pire souvenir peut-être en course, non? Ouais, sans doute, ouais. Ouais, ouais, ça c'est hyper frustrant, hyper, dur. Mmh. Et est-ce que tu as une Madeleine de Proust, genre un moment, de ta jeunesse qui te fait, bah, qui te rend nostalgique et dont tu te rappelles et qui t'a marqué? Un moment comme ça, un souvenir, Oh bah là, avec, ce que j'ai vécu, ces dernières années, de la Madeleine de Proust, j'en ai plein, quoi. Ça pourrait être de la sortie basique, faire une sortie longue, autour de la maison, j'ai un tour un peu, classique que j'aime bien faire, que j'ai pas refait depuis un moment parce qu'aujourd'hui je suis pas encore en état de le faire et ça me manque, mais un truc de fou, ça me rend hyper nostalgique et j'espère qu'un jour je pourrai le faire et si un jour j'arriverai à le faire et à l'enchaîner plusieurs fois d'affilée, c'est que je tiendrai le bon bout mais aujourd'hui c'est juste ça, quoi, c'est
pas tant de pouvoir refaire une course, un ultra trail, même si ça me démange, mais c'est déjà de faire des sorties longues et de les enchaîner. Et là, j'ai plein de à chaque fois que je passe dans un endroit aujourd'hui, ça me rappelle un peu à ce que je faisais encore il y a pas si longtemps en termes d'effort physique, en enchaînement d'entraînement. Et vraiment moi ce qui me passionne c'est ce temps passé dehors en nature à crapahuter, à produire l'effort physique. Et hem et ça, ben, c'est assez encore à diminuer aujourd'hui, par rapport à certains temps avant. Donc ouais, il y a plein de moments qui me rendent un peu, nostalgique. Est-ce que tu as une phrase je sais pas, une pensée qui justement qui t'aide à tenir dans ces moments-là et à se dire, à tenir bon et à rester un peu optimiste? Bah, je me reconcentre un petit peu sur des gens qui sont arrivés à s'en sortir, avec des phases, beaucoup plus difficiles que moi sur la maladie et qui pour le coup ont plus rien aujourd'hui. Donc je me dis: «Bah, eux, ils sont arrivés à s'en sortir, donc je devrais arriver un jour à m'en sortir». Mais après, chaque corps est différent. Et aujourd'hui, si tu veux, faut pas tr je vais pas trop me plaindre parce que, aujourd'hui, je peux avoir une vie normale dans le sens où j'arrive à bricoler, j'arrive à faire un peu de sport, j'arrive à cuisiner, j'arrive à faire plein de choses. Mais la prétention, de vouloir faire du sport à haut niveau, elle est tellement spécifique, elle est tellement exigeante qu'il suffit d'un grain de sable dans l'engrenage pour que tout déraille. Et aujourd'hui, bah, c'est pas encore, compatible. Et il y a plein de gens, je pense qu'aujourd'hui, qui seraient dans mon état, diraient: «OK, ben, là, je suis guéri». Mais parce que l'exigence, de faire du sport et de surtout de l'ultra trail, elle est complètement différente. Et tu as pas intérêt d'avoir une infection bactérienne parce que sinon tu peux pas le faire quoi, tout simplement. Donc on va dire que bah, j'en demande peut-être un peu plus que, finalement la norme. Et mais tout ce que je fais à côté en termes d'alimentation, de supplémentation, je me dis: «Heureusement que je suis à peu près dans cet état». Et encore, dans cet état, il y a beaucoup de sportifs, on va dire, avec qui j'ai eu à peu près le même niveau, qui seraient dans mon état là. Je sais pas comment ils réagiraient, mais je pense que ça les mettrait au fond du trou. Et moi, bah, j'apprends à vivre un peu avec, même si j'ai pas envie de vivre avec. Et j'espère bien pouvoir retrouver, ma vie d'antan. Et en fait, ce qui me fait accrocher, c'est que j'ai envie de m'améliorer, quoi. J'ai envie de retrouver des sensations, correctes, que ça dure dans le temps, que pour enchaîner les heures et les heures et les heures sans que je sois détruit. Et puis voilà, parce que c'est la vie, quoi. Crapahuter dehors, c'est la vie. Puis ça, je m'y tiens, quoi. J'ai envie de m'améliorer, j'ai pas envie de baisser les bras, j'ai pas envie de me laisser vivre, en fait. Mmh. J'ai pas envie de me laisser vivre, ça me correspond pas, j'ai pas envie, ça. On peut aussi, pousser les curseurs des fois l'auto-persuasion de son cerveau peut faire qu'on peut arriver à faire de grandes choses, enfin Bah, ouais, ouais, c'est sûr, ouais. Ouais, ouais. Mais, ouais, ouais, moi je m'imagine bien, le futur, hein. Je me dis: «Bah, tain, quand tout sera fini, ce sera facile, quoi». Ça sera facile. Mais aujourd'hui, je n'ai pas la certitude. Et en fait, c'est ça qui est compliqué avec, cette maladie de Lyme. Tu sais jamais vraiment où t'en es, surtout sur des formes chroniques. Quand tu as une jambe cassée, c'est facile, on te dit: «Bon, bah, dans tant de mois, tu en es débarrassé, bah, tu vas être là dans ton protocole de soins et puis là, ça sera bon, tu fais de la réduc, machin». Tu as un objectif à plus ou moins long terme, mais tu sais où tu vas. Là, c'est quand même bien inconnu, quoi. Tu sais à peu près avec les analyses, mais à chaque fois, c'est voilà, j'ai une analyse tous les mois et demi avec consultation derrière et puis on adapte le protocole. Mais limite à chaque fois, tous les mois et demi, c'est le stress, quoi. C'est quand je reçois mon analyse, je dis: «Putain, qu'est-ce qu'il va y avoir? Qu'est-ce qu'il va y avoir?» Oh. ah c'est sûr, c'est pas évident et du coup, on souhaite que cette maladie partira très vite Ouais, et ouais, qu'on ouais, on te reverra très vite sur, ouais et puis qu'on laisse libre le champ aux médecins de soigner, le Lyme au long cours en France, quoi. Parce que ça, c'est vraiment révoltant, ça soit pas reconnu, au niveau de la forme chronique en France, ouais, c'est tellement injuste. Et ouais, parce qu'en plus, si j'ai bien compris, c'est en gros les médecins qui veulent s'intéresser à ce sujet-là ou aider les gens, à guérir,
En fait, ils peuvent être exclus de l'ordre des médecins et potentiellement ne plus exercer leur métier, je crois, c'est ça? Bon, c'est arrivé plusieurs fois, ouais. C'est un fléau encore. Le conseil de l'ordre de la C'est fou quand même HCCS. d'être aussi fermé d'esprit. Ouais, exactement. En fait, il y a une espèce de conflit d'intérêts, je sais pas pourquoi, mais du coup, des médecins qui décident de soigner Lyme chronique, donc ils sont obligés de procéder à de l'antibiotique au long cours, c'est comme ça que ça marche, en fait. Et ben, s'ils font plusieurs cures, d'au-delà des préconisations de la HAS, et ben, petit à petit, ben, ils ont un procès et puis ils sont destitués parce que, ils respectent pas les recommandations de la HES. Mais les recommandations de la HES, elles sont pas bonnes, elles sont pas justes, elles sont pas adaptées à un Lyme chronique. En fait, il suffit de voir ce que font les Allemands et les Américains pour voir vraiment comment ça fonctionne. Voilà. Mais il y a une espèce de ouais, des ornières là. J'espère en tout cas que ce sera reconnu et qu'il y aura un meilleur traitement en France, c'est Bah, ouais, tout ouais, ce que je souhaite. j'espère. Peut-être, j'aimerais revenir un peu sur, aussi, il y a un extrait d'un podcast, je sais plus lequel, où tu dis que tu préfères, courir tout seul plutôt qu'en groupe. Ouais. Pourquoi? Bah, en fait, je suis plutôt introverti moi, déjà. Et puis, quand tu es tout seul, en fait, c'est trop bien parce que tu peux voir plus souvent le lynx. Non, mais parce que tu es libre de tes pensées, tu es libre de ton itinéraire, tu es libre de ton allure, tu es libre, d'écouter ce que tu as envie d'écouter. En fait, seul dans ta sortie, c'est presque, ouais, à l'état pur, quoi. Voilà. Et c'est la liberté à l'état pur et j'aime bien être avec, de temps en temps des copains. Ça change un peu de contexte et tout, mais ouais, c'est peut-être cette notion plus libre en fait que tu as quand tu es seul, quoi. Voilà. Et souvent quand je suis avec du monde, bah, ça va souvent trop vite. Moi, je cours pas si vite en fait. Voilà. J'aime bien courir à mon rythme. Imaginons, mise en situation, Xavier Thévenard, tu deviens le ministre de la transition écologique. Ouais. Qu'est-ce que tu mettrais en place en première politique? Hem, Bah, je taxerais le kérosène pour les avions. Là, tout de suite, le billet d'avion, il serait plus cher. Il y aurait plus de gens qui seraient en train de se poser des questions, de savoir si ça vaut le coup d'aller là-bas. Je rendrais gratuit le tram, les transports publics. Déjà, ça, au niveau des transports, ce serait pas mal. Et puis, je donnerais les moyens sur l'agriculture biologique, à fond. Ouais, je pense que c'est déjà pas mal en mesure, ça, hein? Je sais que toi, t'as des beaux-parents qui sont éleveurs de biologiques, non? C'est ça? Mon beau-père est à la retraite maintenant, mais agriculteur en bio, ouais. Ouais, d'élevage. Et ils faisaient quoi? Du bœuf? Ouais, ouais. Bon, on sait que le bœuf, c'est pas le Donc toi, top. c'est la seule viande que tu manges, hein? Bah, que je mangeais parce que du coup, il en fait plus. Ah, Mais du coup, là, ça y est, tu végétarien? non, ouais, on va dire flexitarien dans le sens où j'en achète jamais de la viande, mais par contre, s'il y a une occasion qui se présente, pourquoi pas. Mais la maison, c'est plutôt, ouais, on va dire végétarien, fromage, œufs, et puis tofu. Voilà. Est-ce que t'as t'en as déjà parlé un peu, t'as donné quelques références, mais des livres, des documentaires, d'autres podcasts que tu conseilles? Ouais, bah, par exemple, après moi, j'écoute un peu tout le monde, bah, tous les experts un peu de la situation et tout. Moi, je conseille d'aller écouter, bah, par exemple, Jean-Marc Jancovici, et puis un peu tous les militants qui ont vraiment une belle, réflexion sur les sujets comme Camille Etienne, la journaliste Salomé Saquet, et puis, aussi, par exemple, aller écouter Timothée Paris, qui c'est hyper intéressant, ou, Aurore Stéphan. Aurore Stéphan, hyper intéressant aussi sur, ce qu'on nous prétend vendre, les prochaines années avec le monde du numérique. Et tout ça, bah, ça, amène pas mal de réflexions et on sait vers quoi, on va dire, s'orienter, se diriger. Ça peut faire peur, mais encore une fois, je pense que c'est mieux d'arriver à anticiper que subir. Donc voilà ma citation. Soit choisir,
soit anticiper, ou soit subir. Moi, je préfère, anticiper et c'est un peu ça qui nous attend demain, quoi. Aujourd'hui, on n'a jamais autant en fait, quand tu regardes, on n'a jamais autant baigné dans le confort et dans notre société, il y a jamais eu autant de burn-out. C'est quand même une question à se poser ça. C'est quand même est-ce que c'est bah, voilà, est-ce qu'en fait le confort, il est incompatible avec le bonheur? C'est aussi tous les efforts qu'on fait pour accéder au confort matériel, c'est-à-dire travailler plus, enfin, vouloir toujours plus d'argent pour consommer plus, acheter plus de biens et de Bah, services. c'est ça, on se crée des Au bout besoins. d'un moment, c'est Mmh. la course au toujours plus, Mmh. On se crée beaucoup de besoins finalement et puis, aller rechercher des choses plus simples, plus basiques, plus sobres, tout en étant heureux, c'est largement possible. Je regarde, je vois juste une balade en nature, en faisant un peu de sport, mais c'est génial, quoi. Puis après derrière, ça t'ouvre l'appétit, tu as les crocs, tu te mets devant une belle salade, bah, c'est génial, quoi et ça, en plus, tu le fais partager. C'est les choses les plus simples, mais c'est les meilleures. Mmh. une belle salade verte. Exactement, une salade verte. Mmh. Est-ce que tu auras un conseil aussi, pour par exemple un futur, sportif qui veut avoir une démarche, on va dire, plus éco-responsable? Ouais, bah, déjà qu'il aille faire une fresque du climat, après qu'il prenne conscience des ordres de grandeur et puis ensuite, le premier levier d'action, on va dire, pour diminuer son empreinte carbone, ça va être lié au transport donc à partir de là, tu peux jouer sur plein de choses. Comment je me déplace pour aller faire mes courses, comment je me déplace pour dans mon quotidien, pour aller à mon travail, pour m'entraîner, et cetera et tout de suite, une fois que tu as compris ces notions-là, les ordres de grandeur, ben, le 1er conseil, on va dire, pour diminuer son empreinte carbone chez un sportif ou chez tout le monde, bah, c'est déjà, regarder du côté des transports et puis ensuite, plutôt sur l'alimentation, végétaliser son alimentation. Hem, Après il y a des choses, derrière, sur le chauffage de son intérieur, et cetera mais ouais, déjà la première chose, c'est ça, transport, alimentation. Mmh. Imaginons si tu pouvais dîner avec une personne qui t'inspire et que tu admires, qu'elle soit décédée, vivante, fictive même. Ouais. Avec qui tu aimerais dîner, Avec qui j'aimerais dîner? Bah, en fait, ouais, j'ai plein de gens, qui m'attisent un peu la curiosité, liés au monde de la santé, liés au monde de l'écologie, tous ceux qu'on a cités dernièrement, bah, j'aimerais bien, par exemple, je suis sûr de partager un repas avec, alors c'est plus dans le monde politique, mais qui a des bonnes convictions, des bonnes valeurs, je pense, François Ruffin, ça me ferait bien plaisir de partager un repas avec lui, quoi. Voilà. ouais, OK, intéressant, c'est cool. Tu t'intéresses pas mal à ce qu'il dit, à ce qu'il fait? Ouais, ouais, parce que, bah, parce que, je pense qu'il y a plein de convictions communes, sur l'écologie, sur la façon de voir le monde, Écologie populaire aussi? l'écologie populaire, le social avec. Donc, ouais, ouais, c'est Mmh, une personnalité, qui est assez inspirante, quoi. Mmh. Et qui lâche pas les choses comme ça, quoi. OK. Mmh. Et puis en plus, qui a aussi ce côté, on va dire, assez, avenant, pas froid et abordable. Abordable, c'est surtout ça. Je pense que par rapport à tous les hommes politiques qu'on peut trouver, bah, lui, en fait, tu as l'impression que ça pourrait être ton pote, assez abordable, tu pourrais discuter, échanger avec lui dans la rue sans qu'il prenne le melon, quoi. Et il y en a pas beaucoup des comme ça, hein. Ouais, c'est vrai qu'il a l'air assez authentique Ouais, et exactement. assez vrai. Mmh. Mais c'est vrai que même, je conseille aussi, tous ces films, tu les as peut-être vus, ces documentaires. Excellent ces documentaires. Ouais, Merci patron, c'est génial, hein. Mmh. Et le dernier, bah si, on est allé le voir au cinéma, Au boulot très bien aussi, ouais. Je l'ai vu aussi, ouais, c'est vrai qu'il est très bien. Ouais, ouais. Et une question un peu dans le même genre. Si tu devais, imaginons que je devais inviter, enfin, qui est-ce que tu verrais comme prochain invité, que tu aimerais bien voir sur Salade Verte? Bah, je vais rester dans le monde du sport et puis, je me dis, Stan Turet. Stan Turet qui est ancien skipper, qui a écrit un bouquin, qui a beaucoup réfléchi sur le sujet de la transition écologique, sur le dérèglement climatique, le monde du sport, face aux enjeux écologiques et je pense que ouais, lui, il serait
intéressant de voir dans Salade Verte pour aborder ces sujets de transition avec le monde du sport, quoi. Je note dans ma liste parce que j'avais pas pensé, je connaissais pas. Stanislas Thurey, tu regarderas. Il est français ? Ouais. Bah écoute, ok. Petite dernière question avant de clôturer cet entretien. Est-ce que toi, t'es plutôt optimiste ou pessimiste quant à l'avenir de notre planète ? Comment tu vois l'évolution d'ici 20, 30, 40, 50 ans ? Ouais, ben voilà, j'ai tout dit là, hein. L'essoufflement. Non, mais des fois, je vais être optimiste et des fois je vais être pessimiste. Ça va dépendre de l'état du moment. Mais ouais, d'un côté d'être dans l'action, ça me fait garder un peu espoir et je me dis j'essaie de changer les choses aussi en faisant la fresque du climat, en sensibilisant, en parlant de ces sujets, en faisant évoluer un peu le monde du sport dans cette transition écologique pour atténuer le dérèglement climatique. Mais quand tu vois un peu comment tourne le monde, ça fait à l'international, ça fait pas rêver. Puis tu te dis bah ouais, c'est cause perdue. Mais juste pour soi, pour bien dormir, et puis par rapport à ses convictions et ses valeurs, moi j'ai envie d'y croire. Et puis en fait, j'ai envie surtout bah, de défendre une cause qui m'est chère. C'est ce que je dis souvent quand je suis devant la maison, je m'émerveille devant mes montagnes, devant mon paysage, et j'ai surtout envie que les générations futures puissent voir ce que je suis en train de voir là. Et ça, c'est pas garanti. Donc, en fait, je vais me battre pour ça, pour qu'ils puissent s'émerveiller aussi devant ce que je suis en train de voir. Et ce serait hyper égoïste de se dire, bon, après moi, la fin du monde, quoi. Et en fait, non, on n'est que de passage sur cette terre. Et, et ceux qui vont arriver derrière nous, ils auront aussi le droit de voir ce qui nous entoure. Donc, je me dis, ce serait une démarche hyper égoïste de se dire après moi la fin du monde, quoi. Bah écoute, merci pour tous ces messages hyper inspirants. Et si jamais, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'ici fin 2025 pour la suite J'ai déjà une réponse en tête, mais La guérison totale de Dalai Lama, ce serait une belle, ouais, vraiment la plus des belle victoires. Ouais. des victoires, plus que l'UTMB, ça serait plus fort. Ça veut dire vraiment fini avec ça, ce serait ouais, l'extase monumentale, parce que là, je pourrais faire du sport comme je veux. Alors ouais, la guérison totale, que je sois complètement fini, débarrassé de ces trucs, et que ça m'embête plus jusqu'à la fin de mes jours. C'est tout ce que je peux te souhaiter. Je touche du bois pour toi pour que la guérison totale advienne. Et puis, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour ce podcast. C'était hyper intéressant. Franchement, j'ai vraiment kiffé parler avec toi. C'était hyper inspirant. Et je pense que t'es un des rares athlètes à avoir ce discours-là. Et je trouve que c'est hyper important d'avoir des figures comme toi dans notre monde. Et je tenais à te remercier aussi pour tous tes combats. Et voilà, avec toutes tes convictions aussi. Bah, merci à toi pour parler de ces sujets-là. Merci. Et puis, tu vois que on est plusieurs dans le monde du sport à parler de ces sujets-là. Si tu as la prochaine fois dans Salade Verte... écoute, je compte bien l'inviter. Hein, je pense que ça va être très intéressant. Il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Donc, en tout cas, vraiment, merci beaucoup, Xavier. Et puis, je te souhaite que du bonheur pour la suite. Merci et puis j'espère peut-être à bientôt dans les massifs du Haut-Jura. Ouais, ça marche. Bonne continuation à toi aussi. Et puis, à très vite. Peut-être dans le Jura, alors.